Et je vois des réverbères, des réverbères, des réverbères. Je me souviens de ça. C'est aussi pendant ces années que vous écrivez un livre qui est Hebdoméros. Est-ce que vous voudriez nous parler de la genèse de ce livre et tout d'abord ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre? Mais aussi avant d'écrire ce roman Hebdoméros, j'avais écrit plusieurs fois des essais, enfin mis sur des papiers des idées qui m'étaient venues dans l'esprit. C'est une espèce d'Hebdoméros, c'est une espèce de récit fantastique qui n'a pas une logique, mais il a cet avantage qu'on peut l'ouvrir à n'importe quel point, et c'est toujours intéressant ce qu'on lit. Le besoin d'écrire un roman, d'où cela vient-il à votre avis? Mais ça vient du fait que d'abord c'est beaucoup plus facile d'écrire que de peindre, et c'est moins fatigant. Et puis qu'on peut dire beaucoup de choses avec la plume sur le papier qu'en peignant un tableau. Si je veux peindre une scène d'Hebdoméros, je ne sais pas, il me faudrait au moins 6 mois. Puis ça coûterait pas mal de fatigue. Et quelles que soient vos oppositions au freudisme, il semble que ce livre a été écrit en collaboration avec l'inconscient, votre inconscient. Non, c'est un livre très conscient. Ça n'a rien à faire avec le freudisme. D'ailleurs, le freudisme, je crois, oui, il avait déjà commencé. La mode du freudisme avait déjà commencé alors, mais moi, je ne me suis jamais beaucoup occupé de freudisme. Moi, je considère le freudisme une science, si on veut l'appeler une science, surtout indiscrète. Et je crois que son succès est dû à ce côté indiscret, de vouloir chercher à deviner dans une personne ce que cette personne veut cacher. C'est un peu comme le potin. Le succès du potin. Lors de votre période italienne, en 1930, vous êtes repris par le désir d'améliorer votre technique et vous peignez des tableaux réalistes. Est-ce que vous ne pensez pas que le milieu italien aurait un certain poids chaque fois que vous retournez au réalisme? Quelle est votre opinion? Ça, non. Je serais retourné au réalisme même si j'aurais été à Paris. Je ne crois pas que le milieu italien me pousse à retourner au réalisme. Il n'y a pas de raison. En effet, peu de temps après, vous commencez les bains mystérieux qui sont une invention. Oui. Et par quoi vous furent-ils inspirés? Ils m'ont été inspirés par les parquets très luisants. Parce que j'ai remarqué que des parquets très luisants, avec la cire comme ça, frottés avec la cire, quand quelqu'un passe, il se reflète dedans et on a l'impression qu'il va entrer dedans dans le parquet. Et comme ça m'est venue l'idée de faire ces bains qui sont de l'eau et en même temps un parquet. Vous vous embarquez pour les États-Unis. Quelle fut votre première impression en arrivant à New York? J'avais l'impression que tout était mou, que tout était comme de gomme, enfin, je ne sais pas, même les matraques des policiers, même j'avais une impression de mou. Et puis j'avais l'impression vraiment, après comment ça s'appelle, ces îles des Açores, après on a vraiment l'impression qu'on entre dans un nouveau monde. Mais New York m'a plu, ses architectures, ses gratte-ciels m'ont plu. Et vu surtout du port, ça fait penser beaucoup à des villes très anciennes, à Babylone par exemple. C'est intéressant, mais dans la ville quand on est dedans, c'est moins intéressant. À New York, vous voyez le docteur Barnes, que vous aviez déjà rencontré à Paris. Oui. Parlez-nous de lui. Mais lui était un ami de Paul Guillaume. Il avait acheté pas mal de tableaux chez Paul Guillaume, il était aussi des tableaux de moi. Il avait fait son portrait aussi à Paris. À New York, je l'ai vu une ou deux fois, il m'avait invité, puis j'étais allé avec ma femme et avec des amis pour voir son musée. C'était un homme curieux. Il avait la manie d'embêter ses concitoyens, ses compatriotes. Il n'aimait pas les Américains, ou faisait semblant de ne pas les aimer. Et donc, pour les embêter, il était très aimable avec les nègres.
Et chaque dimanche, il invitait tous les nègres de Philadelphie, avec leur famille, à voir son musée. Et puis il y avait une grande distribution de sandwichs, de rhum, de pâtisseries. Et ces malheureux nègres devaient de temps en temps regarder un tableau de Cézanne ou de Van Gogh, ce qui ne les intéressait pas du tout. Mais enfin, après, ils mangeaient, ils buvaient. Chaque dimanche, c'était cette cérémonie. Voudriez-vous nous parler de son goût pour la peinture, alors? Mais je crois qu'elle ne comprenait pas grand-chose en peinture, comme d'ailleurs tous les collectionneurs. Enfin, presque tous, disons presque tous, parce qu'il y en a sûrement qui comprennent la peinture. Il ne faut pas exagérer. Hein. Vous êtes à nouveau en Europe, vous abandonnez les thèmes d'invention et vous vous concentrez sur la recherche de la qualité picturale, sur l'exemple des anciens maîtres. Oui. Ce que j'ai fait d'ailleurs aussi de passé, enfin, beaucoup avant aussi. Or, il se trouve que cette période a été la plus fortement critiquée et la plus mal comprise. Comment expliquez-vous cela, là? Mais parce que les gens aujourd'hui sont ou bien veulent être pour ce qu'on appelle la peinture moderne. Et comme la peinture moderne est une peinture qui n'est pas de la peinture, alors naturellement quelqu'un qui fait de la vraie peinture les dérange et ils sont prêts à le condamner à mort. Pour vice-versa, comme dans le cirque pour les gladiateurs. Maintenant que l'on peut voir 60 ans de votre peinture, on a l'impression au contraire d'une espèce d'unité de votre œuvre. Et comment la définiriez-vous vous-même, cette unité profonde de votre œuvre? Mais moi, je ne crois pas que l'œuvre d'un artiste a besoin d'une unité. Même s'il n'a aucune unité, ça ne veut rien dire. Il suffit qu'il fasse des choses qui ont de la valeur. S'il n'a aucune unité entre elles, ça ne fait rien. Vous peignez toute une série de portraits de vous en costume d'époque. Que signifient pour vous les costumes d'époque que vous arborez? Parce qu'ils sont beaucoup plus pittoresques que les costumes modernes. C'est un prétexte pour faire de la peinture. Le costume moderne n'est pas intéressant à peindre, n'est-ce pas? Il est monotone. Le costume ancien offre beaucoup plus de possibilités pour faire de la peinture et montrer ce qu'on sait faire. Vous avez écrit que le portrait de vous que vous avez peint nu est peut-être votre œuvre la plus forte. Pourquoi? Il est très bien peint. C'est pas ma faute. À partir de quelle période avez-vous été attiré par la sculpture? Mais j'avais commencé à faire la sculpture déjà pendant la dernière guerre à Florence. J'étais à Florence et j'avais commencé à faire la sculpture. J'avais fait des terres cuites, plusieurs terres cuites que j'ai fait, continué à faire aussi à Rome après. Et puis j'ai commencé à faire fondre d'abord en plâtre et puis en bronze des sculptures pour des raisons pratiques parce que les terres cuites sont très fragiles et se cassent facilement si elles tombent sur un plancher. Mais moi je préfère au fond la terre cuite au bronze. Enfin, on peut faire aussi des bronzes intéressants. La sculpture idéale, c'est le marbre, mais naturellement, on a perdu le sens et surtout la connaissance du travail du marbre depuis longtemps. Enfin. Maintenant, il y a quelques gens peut-être qui travaillent bien le marbre, ce sont ceux qui travaillent pour les cimetières, pour les tombeaux. Mais en général, les sculpteurs aujourd'hui ne travaillent plus le marbre. Et pour moi, la sculpture idéale est le marbre. Et si un gouvernement vous commandait un grand ensemble sculptural pour une place, accepteriez-vous? Ah oui, naturellement, si on se mettait d'accord. En bronze. Quels sont les problèmes particuliers que vous pose la sculpture? Mais je trouve que le plus facile à faire, c'est-à-dire la sculpture en marbre, sûrement est très difficile. Mais la sculpture en argile, c'est-à-dire en craie comme modèle sur
sur un châssis, moi je la trouve plus facile que la peinture. Autrement dit, c'est la main qui vous guide beaucoup plus facilement qu'en peinture. Oui, c'est moins compliqué parce qu'il n'y a qu'une matière à laquelle on travaille tant qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'a pas l'impression d'avoir résolu ce qu'on voulait résoudre. Pendant très longtemps, la critique a fait deux parts dans votre œuvre, la peinture métaphysique et le reste. Et aujourd'hui, on a tendance au contraire à considérer l'unité de votre œuvre. Est-ce que vous pensez que là, la critique a fait quand même quelques progrès ou Non, je crois qu'ils font toujours deux parts. Puis c'est une histoire de marchands aussi, parce que les marchands qui ont des tableaux métaphysiques essayent toujours de faire croire aux gens que ce sont les meilleurs. Une question de marchands, je crois. Et si vous aviez maintenant à parler de votre œuvre, vous-même, non pas comme un critique, mais comme l'auteur, qu'est-ce que vous diriez de votre œuvre? Qu'elle est excellente. Mais pourquoi? Parce que je la trouve très bien. Dans vos mémoires, vous citez une phrase de Baudelaire. Malheureux peut être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir de la perfection obsède. Oui, parce que je trouve qu'elle avait raison. Il faut toujours que l'artiste soit obsédé par le désir de la perfection. Et est-ce que cela vous a rendu malheureux en tant qu'homme? Non, aucune influence. Rien ne m'a rendu malheureux. Il y a des choses qui me dérangent, mais enfin, parler de malheur, vraiment, ce serait exagéré. Je peux respirer enfin. Ah, ça continue. Alors il faut être souriant. Ouais. Malheureusement, ça paraîtra dans un an. C'est long pour attendre. Puis peut-être je serai mort, enfin je fais des exorcismes. Ah, vous croyez que non? Vous avez vraiment les... Alors je ne peux que vous bénir.